pour revenir un peu donc à votre processus d'écriture et le lien là qu'on peut faire entre ce que vous nous présentez aujourd'hui, votre analyse de la situation et vos écrits, c'est est-ce que c'est une façon justement de militer mais différemment? Enfin, je voudrais que vous cette articulation entre l'implication en tant que citoyenne, militante, et puis cette implication, votre posture en fait dans ce genre. Et aussi par rapport aux autres, je pense à Doha ou des gens qui... voilà, comment vous... Voilà, c'est compliqué, hein. Oui. C'est compliqué et on est toujours très loin quand même de la littérature. Bon, alors c'est compliqué parce que je ne considère pas du tout, moi, que je suis aujourd'hui une militante. J'ai beaucoup de respect pour le vocabulaire. Les livres, c'est des livres. Les livres, c'est des livres. On me demande aussi, est-ce que vous êtes engagé? Ben, je ne suis pas engagée. Comment je pourrais vous dire ça? Si demain, je découvrais l'existence d'un mouvement politique dans lequel je me reconnais, moi j'arrête d'écrire tout de suite. Hein. Vous répondez un peu à la question. J'arrête d'écrire tout de suite. Mais sauf que je ne le trouve pas. Je trouve rien, parce que cette génération des années 60 et 70, en tout cas moi, la façon dont je l'ai vécue, si vous voulez, c'est l'impossibilité. Je reconnais qu'aujourd'hui, c'est une tare, et c'est pour ça que je crois que la main est passée à d'autres, mais c'est l'impossibilité de m'engager sur des petits trucs. Le genre, ça vaut mieux que rien, j'y arrive pas. Voilà. J'ai besoin d'une perspective d'ensemble. Bon, et je ne la trouve pas. Donc, j'écris. Alors, c'est pas ce qu'on appelle une écriture engagée. Parce que l'écriture engagée, le roman engagé, c'est un terme qui a eu une existence historique. Ça correspond à un moment de l'histoire, à un moment très fort, hein, où tous ceux qui disaient qu'ils n'étaient pas engagés, c'était qu'ils étaient engagés contre. Bon, il y avait un engagement fort. Bon, on n'est plus du tout dans cette situation. Et moi, je n'ai ma carte nulle part. Donc, comme je ne crois pas que les changements sociaux se produisent par les livres, je ne me dis pas engagée. Bon. Mais bien évidemment, ma conception du monde, elle n'a pas changé, et c'est elle qui domine ce que j'écris et la façon dont je l'écris. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais voilà. Alors, les livres sont très importants, les livres, les films, enfin bon, les actes culturels sont très importants parce que, bon, par exemple, les progrès du Front National traduisent une crise culturelle de la France. Les deux sont liés. L'espace qu'occupe le Front National est un espace de gens qui ont perdu leur rapport à une certaine forme de culture. Et s'ils l'ont perdu, c'est aussi que cette forme de culture s'est considérablement affaiblie, qu'elle n'est plus forte, séduisante, vivante, qu'il n'y a plus que des... Enfin, il y a très très peu de... Bon, ça recommence. Enfin, je pense que de ce côté-là, il y a quand même des choses qui apparaissent et qui remontent et qui commencent à apparaître. Mais on a eu une crise culturelle drôlement forte, avec une littérature d'un peuple moribond, quoi.
une littérature moribonde d'un peuple moribond. Bon, et un cinéma... Alors d'accord, il y a beaucoup de films. Ils sont contents parce qu'ils produisent beaucoup, mais... Enfin, moi, je vois, j'ai des petits-enfants, la culture des gosses, c'est l'Amérique. Hein? Mais l'Amérique de Trump. Mais c'est totalement l'Amérique. Donc il y a bien sûr qu'il y a une bagarre culturelle considérable. Et... On n'entend pas beaucoup d'intellectuels. Non plus, au micro. Oui, je répète, on n'entend pas beaucoup d'intellectuels s'exprimer depuis pas mal de temps, je trouve. Ben, ça dépend ce que vous appelez des intellectuels. Oui, vous avez quand même, comment il s'appelle, l'académicien Finkielkraut. Ben oui. Bon, Zemmour, d'accord, c'est pas un intellectuel, mais Finkielkraut, il se prend pour un intellectuel, bien sûr. Non, vous avez des... Mais c'est ça la crise. C'est ça la crise de la culture. Bon, c'est vrai que quand on se souvient, si vous voulez, des 2 ou 3 années qu'on a vécues à Vincennes, on croit rêver. On croit rêver. Bon, c'était un bordel innommable. Mais il y avait là-dedans une créativité ahurissante et une richesse de débats, d'échanges, de production qui était vraiment stupéfiante. Bon. Le bordel est créatif, hein, c'est pas forcément des biens bordés. Par exemple, ça avait fait une histoire absolument pas possible à Vincennes parce que y avait un prof de philo. Je me demande si c'est pas Badiou. Oui, qui a donné une UV à un cheval. Bon, c'est-à-dire, comme il donnait l'UV à tout le monde, enfin à tous ceux qui lui demandaient, il y a quelqu'un qui, pour le ridiculiser, lui a donné le nom d'un cheval et Badiou a inscrit le cheval. Bon. Mais grosso modo, moi je m'en fiche, parce que je veux dire, le cheval, il n'en fera pas mauvais usage. Bon, aujourd'hui, quand vous avez des facs qui vendent les diplômes, c'est pire. C'est bien pire. Et ça se fait à peu près partout. Mais je trouve que vous êtes encore négatif par rapport à Vincennes, parce que, bon, c'était le bordel peut-être à l'intérieur, hein, je ne sais pas, mais vu de l'extérieur, on apprenait beaucoup de choses. On avait la chance de pouvoir rencontrer et des professeurs, et des grands bourgeois, et puis des ouvriers. Hein, il y avait de tout, il y avait un mélange de tout. Et quand on sortait du bac, bah, c'était formidable, parce qu'on voyait de tout. C'était le milieu... et tout le monde nous apprenait tout. Enfin, je me souviens, c'est la grande époque de l'antipsychiatrie, les infirmiers psychiatriques qui expliquaient ce qui se passait dans les hôpitaux psychiatriques. Et nous, on découvrait tout ça. On savait pas. Mais personne ne savait, même pas les professeurs. Enfin, je veux dire... donc, c'était le bordel, mais c'était quand même... oui, non, mais je suis d'accord. C'était bien. C'était un truc... quand on a enseigné à Vincennes, c'était un plaisir absolu, parce que on apprenait autant qu'on enseignait, franchement. Ça, c'est absolument... Mais c'était vrai aussi en histoire, hein, c'était vrai dans toutes les disciplines. C'est-à-dire, il y avait une richesse du milieu étudiant qui était ahurissante. C'est-à-dire qu'on a ouvert, si vous voulez, Vincennes avait ouvert les vannes d'un coup. On n'avait plus besoin du bac pour entrer à la fac. Il y avait la nécessité d'avoir, si on n'avait pas le bac, 5 ans de vie professionnelle. Et à partir de là, à partir de 5 ans de vie professionnelle, on pouvait venir faire ses études à la fac. Donc, tout d'un coup, on a vu arriver une masse de gens qui avaient quitté l'école très tôt, parce que, pour des tas de raisons, des raisons X, parce qu'à ce moment-là, ils n'en avaient plus envie, parce qu'ils ne s'adaptaient pas au lycée, n'importe quoi, qui avaient 30, 35 ans, 40 ans, et qui avaient une aspiration très forte à la culture. Il y avait un public absolument incroyable, incroyable. Et dans les cours d'histoire, les enseignants apprenaient beaucoup, aussi. Bon, on transmettait aussi beaucoup, mais on apprenait beaucoup. Et puis, c'était incroyable, si vous voulez. Parce que, par exemple, en histoire, mais c'était vrai dans tous les trucs,
on avait quand même la crème des historiens. Et il y avait la crème des philosophes, il y avait la crème des matheux, il y avait la crème dans toutes les disciplines, la crème. Et ces gens voulaient tous changer l'université. Et il y avait un refus chez ces gens, moi je parle vraiment des historiens que j'ai connus, il y avait un refus du mandarinat chez ces gens qui était incroyable, incroyable. Et puis on a vu, quand ils se sont fatigués, parce qu'ils ont vieilli, les professeurs titulaires de chaire, ils sont morts, on a déménagé à Saint-Denis, on a vu arriver une nouvelle génération qui avait 30 ou 40 ans, et qui nous a rétabli le mandarinat en 2 coups de cuillère à peau. Voilà. Oui, mais c'était une demande. C'est aussi un des aspects de la défaite. C'était une demande peut-être à l'époque, alors des nouveaux étudiants qui souhaitaient peut-être avoir un cursus, un diplôme professionnalisant, etc. On est arrivé progressivement vers ça, alors que à l'époque, on n'y allait pas pour apprendre un métier ou pour se dire je vais avoir tel diplôme. On y allait pour vraiment discuter, quoi. Oui, mais enfin, le mandarinat, c'est autre chose. C'est une structuration du milieu enseignant. Mais ça n'existait plus après 68. Ça n'existait plus du tout et c'est complètement revenu. Mais c'est revenu à travers une autre génération. Mais ils avaient peut-être besoin. Non, enfin, vous avez besoin, oui. Non, oui. C'est la défaite. Oui. Malheureusement, oui. Et c'est vrai que c'est dommage parce que l'université, c'est important pour porter des idées politiques, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, là, on est un petit peu loin de la littérature, mais je trouve que ça remue tout ça, vos romans, quand même si vous le voulez pas. Je pense que ça. Non, c'est pas que je le veux pas. Mais ça remue tout ça. Je le fais dans des formes littéraires, quand même. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pas que je veux pas remuer tout ça, mais je le fais dans des formes littéraires et je passe beaucoup de temps sur la forme. Vous avez envie d'en parler de la forme? Ah non, mais attendez. S'il y a des gens que ça intéresse. Non, mais simplement qu'apparemment, vous n'avez jamais écrit de roman ou de fiction, et paf, en 90 ou 93, ça arrive comme ça. À vous écouter, vous avez pris un crayon, et puis ça y est, vous avez écrit. C'est ça. C'est un peu étonnant. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. La construction du livre, des personnages. Et quand vous construisez un récit historique. D'ailleurs, dans mes romans, je fais tout le temps, je date. Ça, je ne peux pas m'en séparer. J'ai une espèce de conviction historienne qui est que, alors si on prend par exemple le Corps Noir, donc la période de la guerre, un homme ne sera pas le même le 5 juin 1944 et le 7 juin 1944. Un historien pense qu'un homme n'est pas le même avant et après un événement. Il est aussi complètement fabriqué à travers ce qui se passe. Donc ça, j'arrive pas à m'en défaire, si vous voulez, et mes romans sont datés. Voilà, je date tout le temps. Alors j'ai essayé, une fois, je me suis dit, il faut quand même changer, parce que je vois les autres romans, c'est pas comme ça, donc il doit y avoir des raisons. Alors j'ai essayé, mais en fait ça marchait pas du tout parce que quand j'écrivais je datais et ensuite j'enlevais la date. Bon, ce qui était absurde. Et je n'arrive pas à penser autrement, ça c'est vrai. Donc là la marque historienne est très forte. Mais sinon, si vous lisez les grands livres d'histoire, si vous lisez Le Dimanche de Bouvines, qui est quand même un très grand livre d'histoire, je vous recommande la lecture absolument. C'est un des livres, c'est un des rares livres qu'on peut lire pour comprendre le Moyen-Âge. Si vous lisez Le Dimanche de Bouvines, il a composé Le Dimanche de Bouvines comme un roman. Enfin, où le roman est composé comme le travail historien sur Le Dimanche de Bouvines. C'est-à-dire, il y a la même recherche, si vous voulez. Alors, il y a 2 types de livres d'histoire. Enfin, il y en a certainement beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, il y a 2 grands types. Il y a la thèse extrêmement érudite et où vous avez une construction intellectuelle mince ou inexistante. Bon, c'est des livres illisibles.
Mais c'est des livres très importants parce qu'il y a vraiment un travail d'établissement des faits, d'érudition. Bon, moi, j'ai des souvenirs, mais cauchemardesques, de thèses que j'ai été obligée de lire. Je sortais toutes les demi-heures pour boire un café, quoi. C'était illisible. Je me souviens d'une thèse d'une bonne femme qui a dépouillé toutes les archives notariales parisiennes de 1840 à 1850. Bon, c'est un travail colossal dont on peut se servir absolument, mais qui est illisible. Bon, ça, c'est un type de travail d'historien important, mais bon. Et puis, il y a les grands livres, bon, comme Duby sur le Dimanche de Bouvines, ou bon, il y en a plein, comme Thomson sur The Making of the English Working Class. Bon, ça, c'est des très grands livres d'histoire. Leur construction demande à peu près le même type de travail que pour construire un roman. C'est-à-dire que pour que le livre soit passionnant et vous apporte vraiment quelque chose, il faut que l'historien ait choisi son angle d'attaque, qu'il ait choisi ce qu'il allait monter et comment il allait raccrocher le reste à ce qu'il va démontrer, à ce qu'il va monter. Le récit historique n'est pas donné, il est construit. Et il est construit tout à fait comme un roman. Enfin, comme les romans que je fais. Je veux dire qu'il peut y avoir d'autres constructions romanesques. Hein. Donc, pour moi, en plus, si vous voulez, le très gros avantage du travail de l'historien, c'est qu'on n'a jamais l'angoisse de la page blanche. On creuse et on sait toujours qu'on va avancer. On est soutenu. On est soutenu par ce qu'on essaye de sortir de la réalité, de creuser, de trouver. On cherche des archives nouvelles. Bon, par exemple, les femmes avaient disparu de l'histoire. Bien. Les femmes avaient disparu de l'histoire parce que dans les archives officielles, elles ne sont pas présentes. On est arrivé à les faire re-rentrer dans l'histoire parce qu'on a commencé à travailler sur les correspondances privées. Et là, on a trouvé énormément de choses. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur les femmes patrons dans la première moitié du XIXe siècle, des choses sidérantes qu'on trouve en travaillant sur les bilans, parce que c'est les femmes qui les faisaient. Et alors, généralement, elle mettait des petites annotations. Parce que l'usine, c'était la maison. Hein. Bon. Elle mettait des petites annotations. C'est formidable. Bon. Et là, on a découvert que ce n'était pas du tout ce qu'on imaginait. Par exemple, chez les Canuts, bon, l'insurrection des Canuts en 1831, les Canuts ont laissé dans l'histoire une image complètement masculine. Complètement masculine. Bon. Quand on relève les morts sur les barricades, on trouve la moitié de femmes. Mais elles n'ont pas laissé de traces. Elles étaient là, mais elles n'ont pas laissé de traces. Donc on trouve de nouvelles archives. Exemple beaucoup plus récent, mais très important, le 17 octobre 61. Le massacre Bon, moi j'ai bien connu un historien qui travaillait là-dessus, et à l'époque, donc enfin après, dans les années 60, mais après le 17 octobre, qui soutenait Mordicus, qui avait 2 morts. Pourquoi ? Parce qu'il travaillait à partir des archives de police. Et dans les archives de police, il y avait 2 morts. Bon. C'est un romancier qui a changé ça. C'est un romancier qui a changé, c'est Deninx, c'est Didier Deninx, qui a changé le regard sur le 17 octobre. Pourquoi ? Parce que sa sœur, ou enfin quelqu'un de sa famille, avait épousé un militant algérien qui avait participé à octobre, au 17 octobre, et qui lui a raconté, lui était beaucoup plus jeune, hein, qui lui a raconté. Alors à partir de là, de fil en aiguille, il a recueilli toute une série de témoignages de gens qui avaient fait la manifestation. Et il a commencé, et il a fait un roman qui s'appelle Meurtre pour mémoire, dans lequel il y a tout un passage là-dessus. Ça, c'était en 80.
Oui. Le 17 octobre 81, Libération avait fait sa une sur le 17 octobre 61, 20 ans après. Oui, bah, c'est tout à fait le début. Tout à fait le début. Et c'est à partir de là qu'un historien qui s'appelle Einaudi s'est mis à travailler pour chiffrer le massacre. Mais le massacre est apparu d'abord, a été restauré d'abord par journalistes ou écrivains. Enfin, je pense que Libé a dû s'appuyer sur Deninx. Et ensuite, les historiens ont été capables de trouver les archives qu'il fallait trouver. Hein? Après, il y a eu Papon. On en a reparlé à l'occasion du procès Papon. Oui, oui, absolument. Et donc, le phénomène est devenu... Bon, mais vous voyez, donc on trouve des archives nouvelles quand on sait où les chercher, comment les chercher, etc. Donc le travail de l'historien, il n'est pas du tout désespéré. Il y a toujours... ça peut toujours avancer, je veux dire, il y a toujours à faire. Du coup, moi, j'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche. J'ai jamais l'impression que... je suis pas une littéraire. Bon. Donc, c'est facile d'écrire. Quand on n'est pas littéraire, c'est facile d'écrire. Parce que c'est un outil de communication. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas sacré. L'écrivain n'est pas l'interprète de Dieu. Donc, bon, il fait ce qu'il peut, et puis voilà, quoi. Mais, ni poète, ni littéraire. Et vous pourriez parler de votre flic qui est un petit peu un marginal quand enfin dans tous les livres, il est un petit peu particulier, Daquin. Alors Daquin, il est né dans le Sentier. Daquin est né dans mon premier roman. Alors bon, on va reparler un tout petit peu de l'expérience du Sentier. L'expérience du Sentier avait un aspect dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui était absolument sidérant pour quelqu'un comme moi. C'est que je me suis trouvée pendant 6 mois dans un milieu exclusivement masculin. Exclusivement masculin. J'ai rencontré une fois une femme dans le Sentier en 6 mois, dans les ateliers. Et en dehors, il y avait quand même encore des femmes, mais dans les ateliers, pas. Et le syndicat était devenu pour le Sentier une institution fondamentale. C'est-à-dire que pendant cette période de 6 mois de bagarre, tous ces gars avaient un seul papier, c'était leur carte d'adhésion syndicale, leur carte syndicale. Nous, on avait 11 000 syndiqués, et ils savaient qu'on ne les laisserait jamais tomber. C'est-à-dire qu'on avait, à cette époque-là, on avait des permanences de nuit. On n'était pas seulement là toute la journée, mais on avait aussi des permanences de nuit. Donc, régulièrement, il y en avait qui se faisaient choper par des flics, et régulièrement, on allait les chercher au commissariat. Et c'était assez rigolo parce que, enfin bref, on était très bien organisés, on avait des avocates, c'était aussi des femmes, c'est marrant. On avait des avocates qui étaient aussi disponibles 24 heures sur 24. Et alors, quand on arrivait au commissariat, il y avait les militants syndicalistes qui faisaient le siège du bas du commissariat et l'avocate au téléphone qui faisait le siège du commissaire. Et on n'en a jamais laissé un seul au commissariat. On nous les a toujours relâchés. Donc, c'était très important pour eux, le syndicat. Et moi, j'étais le syndicat. Donc, je n'étais pas une femme. Donc je pouvais me déplacer pendant 6 mois, j'ai pu vivre dans ce milieu exclusivement masculin sans perturber la relation des hommes entre eux. Expérience exceptionnelle. Imaginez une femme qui entre dans un vestiaire de rugby à la fin du match. Bon, ça ne va pas se passer comme d'habitude. Ça va perturber l'ambiance. Là, ça ne perturbait pas l'ambiance. Et ça a été pour moi, cette expérience des hommes entre eux a été une expérience très, très intéressante. Et à travers Daquin, c'est ça que j'ai essayé de restituer. J'ai essayé de construire le personnage comme ça, avec cette violence, ce charisme, voilà, cette chaleur.
D'autres questions encore? Alors, sur les personnages, pour ceux qui ne les ont pas lus, c'est plus difficile, mais sinon, globalement... Non, ça y est, on a épuisé le sujet. Et puis, il y a bien connu des services de police où déjà... Oui. Exactement ce qui se passe à Aulnay.